Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Ce soir, nous serons en compagnie de Pierre Bellucci, rédacteur en chef du JTM. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors avec vous, on va revenir sur la situation actuelle de Mayotte, notamment depuis la crise des expulsés. On a vu Mayotte fait parler d'elle, mais pas forcément bien. On reviendra également sur cette proposition de loi du sénateur Tani qui a été hier rejetée au Sénat. On en parle tout à l'heure, Pierre. Mais d'abord, voici les titres de ce vendredi 1er juillet. Depuis le début de la crise des expulsés, tout le monde réclame la mise en place d'une véritable coopération régionale. Cela fait des années que cette dernière est au point mort et les événements récents ont montré que la politique mise en place par l'État français et l'État comorien représente un cuisant échec. Installé depuis plus de 20 ans à Mayotte, le groupe de médias Canal+ a décidé de changer de stratégie pour convaincre la population. Grâce à une nouvelle offre adaptée aux réalités du département, Canal souhaite atteindre l'ensemble des Mahorais. Toutes les explications dans votre journal. Depuis 2011, la troupe de théâtre Les Mascars enrichit la culture locale. Nous avons ainsi pu assister à leur dernière pièce, basée sur un texte d'Oscar Wilde, L'importance d'être constant. Une satire qui aborde des thèmes universels et atemporels. Reportage à la fin de cette édition. Depuis le début de la crise des expulsés, les médias nationaux ne cessent de s'en prendre à la population du 101e département. Cependant, ils sont peu à évoquer les multiples causes ayant conduit à la création de ces collectifs villageois qui s'en prennent aux immigrés. Des causes qui sont tout aussi nombreuses que diverses et dont la plupart remontent à si longtemps qu'elles ne peuvent être résolues à court terme. Ce matin, le député Bouanali Saïd ainsi que le représentant de la CIMAD, Yohan Delhomme, étaient sur notre plateau. Ils sont revenus sur la situation actuelle. Les explications dans ce sujet signées Pierre Bellucci et Nathanaël Quignon-Fleuret. Depuis maintenant plus d'une semaine, les expulsés de la place de la République sont logés à l'hôtel Bengali, une solution provisoire qui aura mis bien du temps à se dessiner. En effet, le collectif de soutien aux délogés de Mayotte portait un référé liberté contre la préfecture lorsque cette dernière a pris la décision de déplacer des dizaines d'individus sur le site du Bengali. Pas de quoi satisfaire pour autant la CIMAD qui réclame toujours une solution pérenne. Pour l'instant, on attend toujours la véritable prise en charge de ces personnes, une véritable réponse en question de relogement. On a déposé un recours par rapport aux conditions désastreuses qui étaient place de la République. La préfecture, au dernier moment, a opté pour cette solution, mais pour l'instant, les moyens ne suivent pas forcément. Et c'est triste de se dire qu'on est arrivé à une audience, on est arrivé à devoir porter un recours contre l'État pour obtenir un début de réponse, puisque pendant un mois, il n'y a pas vraiment eu d'initiative notable de la part des services de la préfecture pour trouver ces relogements. Il y a eu une première piste à Msapéré qui a été abandonnée, et ensuite, nous n'avons pas eu de preuve que l'État cherchait vraiment des solutions. Donc là, pour nous, ça a été fait dans la précipitation. Nous espérons maintenant que l'État prendra vraiment en charge la chose, prendra vraiment en compte cette question, et cherchera des vraies solutions au relogement et au décasage qui risquent de reprendre. Les expulsions risquent en effet de reprendre après la fin du Ramadan. Mais pour le député Bouanali Saïd, il semble grand temps de se pencher sérieusement sur les causes qui ont mené à cette situation. Et parmi elles, la question de la délivrance des cartes de séjour apparaît au premier plan. Nous ne pouvons pas régulariser 20 000 personnes. En tout cas, moi j'ai toujours soutenu le fait que si nous ne sommes pas dans un espace tel que l'espace Schengen, il n'est pas viable de concevoir ce mode d'accueil. Nous régularisons, tandis que nous n'avons pas les moyens d'accueillir dignement les personnes et nous n'avons pas les moyens de les faire sortir de Mayotte. C'est-à-dire que ce sont des régularisations spécifiques qui restent, à mon avis, des relents de passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas la capacité de gérer à bon escient l'application de du code des étrangers à Mayotte, c'est tout. Donc, nous pensons en termes de règles, mais nous ne pensons pas en termes de ressources et nous mettons les gens dans des situations de précarité, ce qui fait l'objet d'une insulte au niveau international. Il est vrai que ces dernières semaines, l'image de Mayotte véhiculée à l'international est loin d'être flatteuse. La presse nationale s'en donne à cœur joie
lorsqu'il s'agit de pointer du doigt le 101e département et les expulsions qui s'y produisent. Le problème est cela dit bien plus complexe que certains ne le laissent croire, car les responsabilités sont multiples et l'État français n'est clairement pas le seul à blâmer. Nous savons ce que nous n'arrivons jamais, c'est à stopper le flux migratoire. Nous disons on mettra plus de bateaux, on mettra plus de moyens. Quand on met le patrouilleur entre les deux îles, les Kwassa passent par le sud ou par le nord. Malheureusement, on ne peut pas empêcher les flux migratoires quand on a un PIB 10 fois supérieur sur une île à 60 km d'une autre. La question est justement dans la coopération entre les 4 îles, entre la France et les Comores. Des deux côtés, il y a des responsabilités. Des deux côtés, on a des personnes qui devraient mettre leur ego de côté peut-être et vraiment discuter pour trouver des solutions communes. Donc ne se replions pas sur une vision répressive, mais cherchons la coopération. Et des deux côtés, bien sûr, pour l'instant, il y a blocage. En effet, il semble bien difficile de parler de coopération régionale lorsque les différents partis défendent des positions vieilles de 40 ans et refusent d'agir pour le bien du plus grand nombre. Alors Pierre, cette crise des expulsés continue à faire parler d'elle et également est en train de ternir l'image de Mayotte, on l'a vu. Ah oui, clairement, elle ternit l'image de Mayotte avec beaucoup de journalistes qui s'intéressent au sujet. Malheureusement, la plupart s'y intéressent, mais de très loin déjà. Très peu viennent sur le territoire. Aussi, ouais. De manière superficielle, parce qu'il faut reprendre le passé. De toute façon, il faut se pencher sur le passé aussi. C'est très important, sur l'histoire, pour comprendre tout ce qui se passe. Et malheureusement, ils ne le font pas. Alors effectivement, lorsque vous écrivez un sujet un article de 5000 signes, c'est compliqué de revenir 40 ans en arrière, voire plus. Donc voilà, donc c'est très problématique, ça ternit l'image. Maintenant, bon, ça c'est un fait, ça change rien et ça fera pas avancer ou reculer la situation à ce niveau-là. C'est dommageable, dommageable pour le tourisme, notamment. Mais bon, c'est pas, je pense que c'est pas le plus important. Le plus important aujourd'hui, c'est d'essayer de trouver des solutions pour faire évoluer cette situation, pour que les choses changent. Et effectivement, le député pointe quelque chose d'important. Il pointe du doigt ces cartes de séjour qui sont attribuées. Et quelles sont les conditions d'attribution? Et c'est vrai, quand on voit la plupart de ces cartes de séjour, lorsqu'elles sont distribuées, et les conditions de vie dans lesquelles vivent les personnes qui ont réussi à les obtenir, on se dit, il y a quand même un problème à un moment donné. Voilà, donc il y a des critères pour obtenir une carte de séjour. Ces personnes les remplissent forcément, mais est-ce que ces critères sont vraiment adaptés au territoire? Voilà, on peut aussi se poser cette question-là. Quand on voit qu'il y a plus de 20 000 cartes de séjour qui sont accordées à Mayotte, quand on voit que plus de 80% des personnes sur ce territoire vivent sous le seuil de pauvreté, voilà, on se pose quand même beaucoup de questions. On se pose aussi des questions sur effectivement cette coopération régionale. Justement, on en parle beaucoup et justement, est-ce que celle-là, parce qu'on en a beaucoup parlé depuis des années, elle n'a pas tenu ses promesses? Est-ce qu'aujourd'hui, la relancer? Oui, mais comment? Est-ce que des solutions ont été trouvées de ce côté-là? C'est là où c'est compliqué, Amina, c'est que coopération régionale. Qu'est-ce qu'on entend par coopération régionale? Quand on parle de coopération, il faut que les deux parties coopèrent. C'est le principe. Mais comment coopérer? Sous quelle forme et dans quelle mesure? Parce qu'on comprend bien, lorsqu'on parle de coopération régionale entre l'Union des Comores, ou même Madagascar et la France, ça sera une coopération régionale qui, dans tous les cas, ira plus dans un sens que dans un autre. Mais elle est indispensable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on demande? Et qu'est-ce que finalement, et c'est pour ça que c'est la position qui ne va pas, c'est que l'Union des Comores se dit de toute façon, si la France ne nous aide pas, la situation n'évoluera pas. Et la France, c'est ce qu'elle fait. Elle dit, mais nous, on ne vous aide pas. Vous avez choisi votre indépendance. On ne va pas s'interposer. Ils ne peuvent pas dans l'argent qui vous est alloué, par exemple. Or, c'est là qu'il faut qu'il y ait vraiment une coopération. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner de l'argent, qu'il y ait des dotations qui sont très importantes. Sur la manière dont cet argent est utilisé, c'est ça? Effectivement, parce que l'Union des Comores est un pays qui reçoit énormément de subventions. C'est impressionnant lorsqu'on voit tout l'argent qui est distribué à ce pays et lorsqu'on voit comment il est utilisé, lorsqu'on se rend au sein du pays, on se dit mais c'est pas possible, où est passé cet argent? Et une coopération régionale, effectivement, finalement, elle n'ira sûrement que dans un sens, parce que d'un autre côté, l'Union des Comores, il faut développer en fait l'Union des Comores ou encore Madagascar pour résoudre le problème. La France doit faire cet effort-là et doit aussi changer sa position et dire il faudra le faire, sinon c'est Mayotte qui en pâtira. Et c'est ce qui se passe au final depuis toutes ces années. Mayotte en pâtit de cette situation. Les Comores ne se développent pas. Comme le disait Johan Delhomme, le PIB est 10 fois plus important à Mayotte. Donc forcément, et c'est logique,
à leur place, nous ferions sûrement la même chose. Ils vont à Mayotte. La France doit absolument coopérer, mais quand on parle de coopération, c'est une coopération où il devrait y avoir des personnes sur place qui font un travail avec les élus politiques locaux, qui eux sont dans une position où ils sont très bien, parce que lorsqu'ils sont élus, en général, ils ont un niveau de vie qui leur permet de vivre assez correctement, voire très bien pour certains. Et puis la population, c'est elle qui en pâtit. Eux se disent, de toute façon, on ne fera rien, on restera sur notre discours où la France devra nous aider, sinon notre population ira à Mayotte. Une sorte de chantage, quelque part ? Mais oui, il y a forcément une sorte de chantage. Et puis, il y a surtout une position de la France qui n'est pas suffisamment ferme. Voilà, on se dit... Et c'est Mayotte qui en pâtit en permanence depuis des années et des années. Et ça ne peut pas durer éternellement. Donc, il faut repenser cette coopération. Et on ne cesse de parler de coopération régionale. Oui, mais il va falloir aussi qu'elle prenne forme. Et qu'elle prenne forme sur des bases qui sont, qui n'ont jamais été utilisées nulle part ailleurs. Parce que la situation, elle est unique à Mayotte et dans la région également. Merci beaucoup Pierre, on vous retrouve tout à l'heure. Et hier, le Sénat a examiné la proposition de loi portant sur la modification du mode de scrutin pour l'élection du conseil départemental de Mayotte, portée depuis 2 ans par le sénateur Tani, à la suite d'une motion datant de 2014 et validée à l'unanimité par les élus du département. Le texte n'a pas pourtant été adopté. 180 sénateurs ont en effet voté contre, un résultat auquel on devait s'attendre puisque mardi, la nouvelle majorité élue a entériné une motion allant à l'encontre du texte en question. Vivement altéré, le sénateur Tani Mohamed Swalihi accuse le coup, d'autant que cela fait plusieurs mois qu'il travaille sur cette proposition de loi. Joint par téléphone, je vous propose d'écouter sa réaction. Les 4 parlementaires de Mayotte, nous avons été saisis par une motion votée à l'unanimité des conseillers généraux le 12 juin 2014. Depuis le 12 juin 2014, s'il y avait quelque chose à modifier, à ajouter, à retrancher, eh bien, qu'est-ce qui a empêché à mes collègues parlementaires de faire les modifications qu'il fallait? Il y a un sénateur qui s'appelle Abdourahmane Swalihi, il avait le pouvoir d'amender cette proposition de loi. Et après son passage au Sénat, la navette parlementaire allait permettre d'aller à l'Assemblée nationale. Et là-bas, il y a 2 députés qui auraient pu aussi amender cette proposition de loi. Et si ça ne suffisait pas, le texte aurait pu retourner au Sénat pour à nouveau être amendé. Voilà comment on doit travailler et pas avec un coup de poignard attendre au dernier moment alors que tous les partis étaient d'accord pour faire ce travail parce que c'est nécessaire pour les Mahorais, parce que c'est nécessaire pour une meilleure gouvernance des politiques à Mayotte. Voilà comment il fallait faire et non pas faire ce coup de Trafalgar et poignarder parce que ce n'est pas moi qu'on a poignardé, ce sont les Mahorais qu'on a poignardé. On vient d'entendre le sénateur Tani Pierre qui est vraiment atteint par ce qui a été fait, ce rejet par le Sénat de cette proposition de loi qu'il a soumise. Oui, il est très atteint, il est très déçu, il ne comprend pas vraiment. Il ne comprend pas parce que ça fait 2 ans qu'il travaille sur ce texte. Ce texte, on savait qu'il allait naître à un moment ou à un autre, puisque en 2014, à l'unanimité, une motion avait été votée, ce qui n'a pas été le cas. Là, il y a eu une motion qui a été votée et elle n'a pas été votée à l'unanimité. Daniel Zaidani, Chebouline Ben Youssouf se sont élevés contre cette motion. Voilà, donc il y a 2 ans, on demande aux parlementaires justement de faire ce toilettage institutionnel. Le sénateur Tani prend en main ce toilettage, prend en main ce texte. Alors effectivement, sur ce texte, on comprend ce que réclame. Il réclame quelque chose de plus large. Il les explique que le changement de scrutin n'est pas la priorité. Ils veulent aussi un passage à 51 élus. Ce qui est d'ailleurs un peu étrange, 52 aurait paru, étant donné qu'il y a 13 circonscriptions, un peu plus logique. Voilà. Mais bon, quoi qu'il en soit, voilà, on ne comprend pas. Des dotations aussi qu'il faut. Tout à fait, tout à fait. Ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi à ce moment-là. C'est-à-dire que là, il propose un changement pour passer à 39 élus. C'est une proposition de loi avec possibilité d'amendement, effectivement. Parce que si on regarde bien la motion, si on regarde bien le texte, à 90%, c'est identique. C'est-à-dire que dans le fond, on demande la même chose. Donc qu'est-ce qui pose problème finalement? La forme
que ce soit le sénateur Tani. Voilà, on se pose vraiment des questions. Et on comprend aussi tous ceux qui parlent de manipulation politique, parce que c'est pas au bout de 2 ans, lorsqu'un texte, il y a eu un travail si conséquent qui a été fait, et si important aussi pour le département, qu'on décide à quelques jours du passage au Sénat et de l'éventuelle navette parlementaire, de dire non, nous on n'en veut pas. Effectivement, il y a eu un changement de majorité entre-temps, et les élus ont la possibilité de faire ça s'ils ne sont pas d'accord. Mais enfin bon, le changement de majorité, il a été fait il y a plus d'1 an. Donc comment se fait-il qu'on attende maintenant ? Voilà, c'est un peu compliqué, et surtout, encore une fois, on y revient, mais c'est l'unité, c'est le discours, c'est l'image, encore une fois, là, c'est l'image cette fois-ci, c'est les élus qui donnent une image un peu de discorde, alors qu'il y a vraiment un besoin d'unité, parce qu'il est difficile d'obtenir des choses de Paris, mais alors de les obtenir en ne s'entendant pas, c'est littéralement impossible. Donc voilà, on est très étonnés. Le sénateur Tani sera de retour très prochainement sur le territoire. Il viendra s'expliquer. On attend aussi que dans l'autre camp, il y ait des explications qui soient données. Alors, hier, le sénateur Abdourahmane Soili a fait une intervention très importante au Sénat. Alors, il y a quand même quelques inexactitudes dans ce qui a été dit. Et puis finalement, il demande la même chose, c'est-à-dire, il demande notamment qu'il y ait donc ce changement de scrutin pour passer à un scrutin de liste à 2 tours, comme c'est le cas à 2 tours actuellement. Il y a également des demandes qui sont faites pour qu'il y ait on passe à une collectivité unique. Enfin, les choses on réclame les mêmes choses. C'est ça qui est terrible. Donc on ne comprend pas pourquoi ce texte, comme ça, a été rejeté. Alors maintenant, la motion, effectivement, elle faisait loi, et c'est logique que les sénateurs, pour la plupart de droite, aient rejeté le texte. Mais bon, voilà, on est un peu perplexe, et ça va faire du bruit, cette histoire, et ça va pas favoriser l'intérêt général, loin de là, et on va suivre de très très près, et on va interroger aussi de très très près les personnes qui s'y sont opposées. Rappelons quand même que cette motion, Ibrahima Boubacar, le député, était à l'origine aussi de cette fronde en quelque sorte, et il avait été soutenu par le président de l'association des maires, Saïd Omar Wali, qui lui est revenu en disant « je me suis fait piéger », pour vous dire un peu quand même la situation et ce flou qui règne autour de cette proposition de loi du sénateur Tani. Donc il reste encore des choses à éclaircir a priori sur cette affaire Pierre. Merci beaucoup pour votre intervention. Venons-en maintenant à cette conférence de presse organisée ce matin par le groupe Canal à l'occasion du lancement de sa nouvelle offre surnommée Nzangu. Le premier groupe de médias audiovisuels aux 5,5 milliards de chiffre d'affaires souhaite ainsi révolutionner le marché en se rapprochant au plus près des Mahorais. Présent depuis 20 ans sur le territoire, Canal+ propose donc depuis aujourd'hui des formules sans engagement. Avec des offres à partir de 8 €, le groupe rompt ici avec le système d'abonnement tel que pratiqué sur la métropole. Un sujet signé Pierre Bellucci et Jérôme Comon. Canal+ vient de frapper fort avec une nouvelle offre qui devrait révolutionner le marché. Intitulée Nzangu, elle est disponible sans engagement ni compte bancaire, comme nous l'explique Catherine Card, la directrice générale de Canal+ Réunion. Canal+ est présent à Mayotte depuis de nombreuses années, mais avec une offre calquée sur l'offre métropolitaine, sur l'offre réunionnaise, et donc qui s'adresse à des gens, effectivement, qui s'engagent pour une longue durée, pour un abonnement avec prélèvement automatique, etc. etc. Tous les Mahorais ne sont pas prêts à s'inscrire dans ce mode de consommation, et donc on est ravis de lancer aujourd'hui une offre qui est toute nouvelle, qui est sans engagement, et donc qui permet de s'abonner du 7 juillet au 7 août en payant en cash son abonnement pour 1 mois, et puis on vient le renouveler chaque mois et on consomme autant qu'on en a envie, au rythme où on en a envie, avec les moyens dont on dispose. Et c'est ça la nouvelle offre de Nzangu, plus accessible à tous. Le contrat est donc simplifié au maximum afin de coller aux réalités du département. 3 formules sont ainsi proposées en fonction des budgets et des désirs du client. Les offres Nzangu, ce sont des formules de Canal qui vous permettent de vous abonner à Canal sans compte en banque, sans engagement, en payant simplement en espèces.
et qui vous permettent d'accéder à toutes les chaînes des offres Canal. Vous avez 3 formules. Vous avez la formule Access à partir de 8 € par mois avec vraiment les chaînes les basiques de la télé. Vous avez une formule à 24 € qui vous offre à peu près une centaine de chaînes. Et enfin le pack qui vous offre cette centaine de chaînes avec les 5 chaînes Canal+. Donc voilà, avec du foot, du cinéma, des séries, enfin voilà, toutes les grandes thématiques, des séries africaines avec Nollywood Télé. Voilà, tout ce qui plaît pour la famille, pour les enfants évidemment aussi. Actuellement inséré dans un foyer sur 3 à Mayotte, Canal+ espère avec cette nouvelle offre atteindre une croissance se rapprochant des 30% sur le territoire. On a des ambitions importantes. Mayotte est un territoire plein de potentiel et on croit vraiment beaucoup dans ces formules Nzangu pour dynamiser nos ventes. Vous savez, à La Réunion, on est très présent et on dit très pénétré, c'est-à-dire qu'on est quasiment un foyer sur 2 est abonné à nos offres Canal+. Et on va dire qu'on a fait un peu le plein, c'est-à-dire qu'on fera plus de forte croissance à La Réunion, bien sûr. Alors qu'ici, il y a un vrai potentiel de croissance. On sait qu'il y a une grosse attente. Et donc, il faut que nos offres s'adaptent pour rencontrer cette attente. Donc, le développement de Canal+ Océan Indien, il sera à Mayotte et aux Comores également. Cette année, Canal+ a atteint les 2,2 millions d'abonnés en Afrique. Le groupe possède d'ailleurs, et ce pour la première fois, plus de clients basés hors métropole qu'en son sein. Tandis que la directrice a annoncé que le développement à Mayotte allait se poursuivre avec le projet du lancement d'une box Canal à la mi-2017. Et voyons maintenant ce qu'il en est du reste de l'actualité de ce vendredi 1er juillet. C'est parti pour l'actualité en bref. Ce lundi 4 juillet, la ministre des Outre-mer Georges-Paul Langevin sera en visite officielle à La Réunion pour une durée de 2 jours. Une courte visite qui doit faire office de point d'étape concernant les mesures lancées sur les thématiques de l'emploi, du logement, de la santé ou encore de l'innovation. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, la visite s'achèvera sur l'île Bourbon puisqu'aucun crochet n'est pour l'heure prévu par Mayotte. Il faut dire que le dernier passage de Georges-Paul Langevin sur le département en novembre 2015 ne s'était pas passé comme convenu. La visite de la ministre des Outre-mer avait en effet été fortement perturbée par un mouvement de grève générale qui l'avait notamment empêché de mener à bien son programme. Pas certain dans ces conditions que d'ici les élections présidentielles de 2017, la ministre remette les pieds sur le territoire. À Mayotte, la traversée entre Petite et Grande Terre est bien souvent loin d'être chose aisée. Retard, incohérence de fonctionnement, manque de place, panne. Les usagers du STM vivent de nombreux désagréments. Pas plus tard qu'hier, l'amphidrome Safari a une nouvelle fois été victime d'une panne. Résultat, le trafic a été fortement perturbé, provoquant un embouteillage monstre au sein du chef-lieu. En effet, avec un amphidrome en moins, l'accès à l'aire d'embarquement des véhicules a vite débordé, bloquant par voie de conséquence la rocade aux heures de pointe. Le service a finalement repris normalement dans la matinée, mais il semble grand temps que des changements soient opérés. Les pannes sont récurrentes, alors même que le nombre de passagers ne fait qu'augmenter. Autant dire que les 2 nouveaux amphidromes, qui doivent arriver dans les prochains mois, se font clairement désirer. Depuis hier soir, les clients SFR ont eu toutes les peines du monde à passer des appels ou envoyer des messages. Face au mécontentement et au préjudice occasionnés, l'opérateur a envoyé un communiqué ce matin pour éclaircir la situation. Suite à un incident électrique survenu hier, le réseau mobile de SFR Mayotte subit des dysfonctionnements. Les communications ont été momentanément altérées, voire interrompues sur toute l'île. Toutes les équipes SFR Mayotte se sont mobilisées pour assurer la remise en service rapide des équipements concernés. Le retour à la normale s'effectue cependant progressivement depuis tôt ce matin. Les clients SFR qui rencontraient des difficultés à se connecter au réseau sont également invités à éteindre puis redémarrer leur mobile, tandis que SFR Mayotte présente ses excuses à sa clientèle. Et pour conclure ce journal, place à la culture avec la troupe de théâtre Les Mascars. Cette semaine, ils ont présenté leur spectacle tiré du texte d'Oscar Wilde, L'importance d'être constant, une représentation qui, pour le moins qu'on le puisse dire, a conquis et enchanté le public. Le reportage d'Adèle Laurent.
Fondée en 2011 à Sada, la troupe Les Mascars enrichit la culture locale en donnant des représentations de théâtre chaque année. Cette fois-ci, ils ont choisi d'interpréter un texte d'Oscar Wilde datant de 1895, L'importance d'être constant. Cette pièce incontournable du théâtre britannique est une satire de la société victorienne dans laquelle bonne manière, règles de bienséance et importance du mariage s'entremêlent. Le quiproquo à la base de l'intrigue est fondé sur le prénom du personnage principal, Constant. John Otavi nous en dit plus. On peut y lire une critique violente de la société victorienne et surtout de la manière dont elle va modeler avec extrêmement de violence les identités des gens en supprimant toute singularité. Tout le monde doit rentrer dans le moule, tout le monde doit faire exactement les choses comme il faut, se marier selon les volontés de ses parents et voilà, du coup Wilde critique ça. Il en a d'ailleurs lui-même été victime puisque il a passé quelques années en prison pour homosexualité, ce qui était très très mal vu à l'époque. Il y a quand même un souffle de liberté pour les personnages qui sont dans cette pièce, dans l'exacte mesure où par l'humour et par le mensonge, ils arrivent quand même à affirmer leur liberté, mais c'est la seule porte de sortie qu'ils ont. La seule manière de devenir soi-même, c'est de passer par le mensonge. Et du coup, c'est exactement le même message que le théâtre où, quand on est sur scène, on ment aux gens. On n'est pas les personnes que nous sommes dans la vie de tous les jours. Les acteurs ont commencé à répéter en septembre à raison d'une répétition par semaine. Et pour Rémi Gacosa qui joue le rôle de Constant, il est important de voir le personnage joué dans sa globalité pour bien le cerner. C'est aussi au contact des autres personnages que tu vois comment ton personnage se crée. Et forcément, c'est en répétant, en jouant avec les autres, et petit à petit en assimilant le texte, en voyant les doubles sens qu'il y a dans chacune des répliques, parfois même des triples sens, tout l'humour qui est derrière. Quelque part, la vie, c'est un théâtre. On est parfois soi-même et parfois on l'est un peu moins. Et on a besoin de savoir jouer un peu entre ça, ces va-et-vient entre ce qu'on est vraiment, ce qu'on a envie de montrer aux autres et ce qu'on a envie de dissimuler. Et quand on est sur scène, finalement... c'est vraiment ça qu'on travaille. Voilà, le théâtre, vraiment, c'est quelque chose qui m'a apporté énormément dans ma pratique professionnelle, dans ma vie de tous les jours, et pourtant, je ne suis pas un menteur. En effet, dans cette pièce de théâtre, les bonnes valeurs de l'époque et la nécessité de bien paraître empêchant le plaisir, Constant et son alter ego Jack viendront prouver que parfois, l'hypocrisie, le mensonge et la double vie sont les seules façons pour atteindre ce dit plaisir. Cette pièce emblématique n'a pas été facile à mettre en scène pour des raisons que nous explique John Otavi. Ça a été, je pense, la plus difficile de toutes les mises en scène qu'on a faites depuis 5 ans. On a eu embûche sur embûche sur embûche sur embûche. On s'est fait poignarder dans le dos, on a dû changer de salle, on a dû avoir des remaniements de comédiens. Le texte est long, il est touffu à apprendre. Il a fallu qu'on répète chez les uns chez les autres. Enfin bref, on a eu énormément d'embûches et je suis très très fier de mes comédiens qui aujourd'hui ont réussi à surmonter ça. C'était vraiment pas gagné et quand même on l'a fait et je suis vraiment content. Et ce n'est pas le seul à l'être, puisque les acteurs se sont produits mardi soir devant un public réceptif. Un des spectateurs qui a lu la pièce de théâtre dans la langue originale nous fait part de ses impressions. Le jeu des acteurs permet de voir ce qui se passe derrière le texte en fait. La mise en mots est vraiment assez intéressante de ce côté-là. Donc de voir comment les propos de l'auteur sont rendus dans la réalité avec une mise en scène et... comment les acteurs s'approprient le texte en fait de l'auteur. J'ai vraiment beaucoup aimé, donc ils étaient assez drôles et réussissaient vraiment à rendre l'ambiguïté par rapport au nom constant, donc vraiment c'était assez fidèle. Ça nous permet vraiment de mettre sur image l'imaginaire de l'auteur en fait, c'est ça qui est assez intéressant. L'importance d'être constant n'a donc pas pris une ride. En effet, les thèmes abordés traversent le temps par leur portée universelle et intemporelle. Et la troupe de théâtre Les Mascars a réussi à retranscrire la pièce avec brio. Les dernières représentations gratuites auront lieu ce soir et demain à 20h au collège de Chiconi. Et c'est ici que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur OM5, également disponible en replay sur notre site l'infocoésie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Dans quelques instants, retrouvez les invités du temps de parole, Yohan Delhomme, chargé de la vie associative à la CIMAD, et le député Bonali Saïd. Ils étaient ce matin au micro de Samuel Bocher. Juste après, ne ratez pas la rediffusion de la finale de Golden Academy, saison 3, un événement qui, une fois de plus, aura tenu toutes ses promesses. Excellente fin de semaine à vous sur KTV.
que j'ai failli dire.